Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Coup dur pour la Côte d'Ivoire et surtout pour le président ivoirien qui vient de perdre son dauphin pour la présidentielle prochaine. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé ce mercredi soir. Son décès fait suite à un malaise qu'il a subi en plein Conseil des ministres. Vous suivrez le témoignage de Sidia Touré, le président de l'UFR, ami d'infortune du défunt. Conférence de presse hebdomadaire des membres du gouvernement autour de Mariam Camara de l'agriculture de présenter le bilan des impacts du Covid sur le secteur agricole. Face à la presse ce mercredi, la ministre a affirmé que le secteur agricole a été le plus affecté par le coronavirus en Guinée. Restauration et valorisation des sites touristiques et historiques des îles de l'Os, c'est le défi que le gouverneur de Conakry décide de relever à travers des travaux de réhabilitation. Après la prison de Fotoba, un autre site important délaissé vient d'être relooké. Il s'agit de l'ancienne résidence du premier président ghanéen Kwame Nkrumah. Mamadou Saliouba nous en dira plus. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly n'est plus. Il est décédé ce mercredi soir après un malaise qu'il a subi en plein Conseil des ministres. Le Premier ministre d'ailleurs, après son retour âgé de 61 ans, Amadou Gon Coulibaly était le dauphin désigné d'Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'annonce de sa mort a été faite par le ministre porte-parole du gouvernement à la télévision ivoirienne. Suivez cet extrait. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au Palais de la Présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Parlant justement de ce décès d'Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien, sur les circonstances de sa mort, nous avons en ligne d'Abidjan notre confrère Aboulaye Koné, à qui on dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Voilà, vous êtes journaliste à la RTI 1, la télévision ivoirienne. Est-ce qu'on peut savoir davantage sur les circonstances de la mort d'Amadou Gon Coulibaly ce mercredi ? Alors, Antoine, ce que je peux vous dire, c'est que c'est officiel et c'est par la voix du secrétaire général de la présidence, M. Patrick Hachi, que la disparition brutale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été annoncée ce soir sur les antennes de la RTI, la télévision nationale ivoirienne. Et toujours selon le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly avait pris part ce matin au Conseil des ministres avec son équipe gouvernementale
un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, un conseil des ministres, le premier depuis le retour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et qui restera également le dernier de celui-ci. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il souffrait? Beaucoup se demandent de quoi était-il malade, Koné? Alors, selon les informations officielles en notre possession, le 2 mai dernier, Amadou Gon Coulibaly avait été évacué en urgence à Paris pour des problèmes cardiaques, pour un contrôle médical. Il avait été pris en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, un établissement sanitaire de référence connu par tous. Selon les informations officielles, il s'était fait poser un stent et son séjour s'était finalement prolongé en raison d'une seconde hospitalisation. Et à sa descente d'avion le vendredi 2 juillet dernier, il avait l'air de bien se sentir. Il a d'ailleurs été accueilli par le président ivoirien. On sentait une parfaite complicité entre les deux hommes. Alors, on pourrait parler, sinon on dirait qu'il s'agissait d'un accueil triomphal. Le 2 juillet dernier, donc, l'avion du Premier ministre a atterri en fin d'après-midi à Abidjan, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le Premier ministre avait alors été accueilli par le président de la République et la Première Dame, ainsi que le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui assurait son intérim durant son absence. J'ajoute que plusieurs membres du gouvernement et du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, étaient également à l'accueil. Amadou Gon Coulibaly avait alors témoigné toute sa reconnaissance au président Alassane Ouattara, avant d'ajouter qu'il était de retour pour continuer à travailler aux côtés du chef de l'État sur les grands chantiers de développement entrepris par ce dernier depuis 2011. Lui, il s'agissait d'un retour triomphal et c'était la joie partout en Côte d'Ivoire, surtout pour les membres du gouvernement et les membres du RHDP. Et après l'annonce de sa mort, dites-nous comment est l'ambiance à Abidjan? Comment est-ce que les Ivoiriens accueillent le décès de leur Premier ministre? Naturellement, Antoine, comme vous pouvez le penser et le savoir, en pareille circonstance, ce soir à Abidjan, les drapeaux sont en berne. C'est la tristesse et la consternation dans les rues de la capitale économique ivoirienne. Le départ brutal et inopiné du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly crée l'émoi chez tous les Ivoiriens, sans exception. Et bien sûr, Amadou Gon Coulibaly, le lion, comme on l'appelait, laisse le RHDP orphelin. On peut retenir de l'homme un travailleur acharné, quelqu'un qui a su tenir la barque et qui a longuement mérité la confiance du président de la République, Alassane Ouattara. Dernière question, Koné. Est-ce qu'on a une idée du programme des obsèques de Gon Coulibaly? Pour l'instant, Antoine, rien n'a encore été défini. La nouvelle de la disparition du Premier ministre a été confirmée officiellement il y a seulement quelques heures. Sûrement, demain ou dans les heures qui suivent, nous aurons plus de détails. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision nationale ivoirienne, la RTI1. Merci pour ces précisions. Merci Antoine. Voilà donc nous poursuivons ce journal avec cette fois-ci le témoignage d'un cadre guinéen. Il s'agit du président de l'UFR Sidya Touré qui a côtoyé pendant plus de 30 ans Amadou Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire. Nous avons en ligne de Conakry, Sidya Touré, qu'on tente de joindre pour nous livrer son témoignage avec les moments vécus avec l'ancien Premier ministre ivoirien. Il nous apprenait avant ce journal qu'il retient beaucoup de choses de l'homme. On espère qu'il est en ligne maintenant. On attend de savoir si Sidya est là. Voilà donc Sidya Touré qui est en ligne de Conakry. Bonsoir à vous, Monsieur le Président. Bonsoir. Voilà, vous étiez très proche de Gon Coulibaly. Dites-nous comment est-ce que vous avez accueilli son décès. C'était avec d'abord énormément de surprises, parce que c'est sa femme qui m'a appelé avant même que la nouvelle soit rendue officielle. Franchement, je l'avais vu arriver à Abidjan le 2. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il aurait pu avoir un drame en moins d'une semaine. Vraiment, très surpris. Voilà, on vous sent très affecté par ce décès. Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Qu'est-ce que vous savez de Gon Coulibaly?
presque tout. Je connais Amadou, je connais son père, je connais sa maman. Amadou est descendant de la famille des chefs de l'arrière-grand-père qui a fondé la ville de Provo, donc une famille très connue. Lui, il est venu travailler avec nous quand j'étais déjà directeur de cabinet d'Alassane en 90. Il y a 2 conseillers qui sont arrivés, c'était lui et Jean-Claude Brou, qui est actuellement le président de la commission de la CEDEAO. Donc, c'est en ce moment que j'ai vraiment appris à le connaître professionnellement. C'est un ingénieur brillant, qui avait l'amour du travail et surtout du travail bien fait, et qui, malgré son jeune âge, était devenu pratiquement indispensable dans l'espace de 6 mois. Et à votre avis, que représente cette perte d'Amadou Gon Coulibaly et pour la Côte d'Ivoire, surtout pour le président ivoirien que vous connaissez bien? Écoutez, pour tout le monde, comme le président lui-même l'a dit, après, le président Ouattara est devenu un grand frère. Mais je me rappelle quand je suis arrivé pour son investiture en 2011, je demandais, après certains de nos anciens collaborateurs, beaucoup avaient migré pour aller prendre un poste de ministre. Amadou et autres sont des gens qui sont restés, qui ont été d'une fidélité absolue au président Ouattara, malgré les moments les plus difficiles, qui ont fait la prison et qui ont tenu, et qui ont mis en place le RDR. Et bon, ça crée des liens indissolubles. Le président est très affecté parce que ce n'était pas pour rien qu'il l'a choisi comme étant son dauphin. C'est parce qu'il savait pertinemment qu'il pouvait compter sur lui, mais aussi que c'était un garçon qui avait une capacité de travail extraordinaire. Nous savons qu'il avait été désigné comme dauphin d'Alassane Ouattara pour les élections présidentielles prochaines. Et est-ce que selon vous, son remplacement, est-ce qu'on peut y penser maintenant? Franchement, on vient d'avoir cette information. Je crois qu'on est tous en train de s'appeler, pour se présenter les condoléances et voir comment est-ce que les cérémonies vont avoir lieu. Pour ce qui est des problèmes politiques, je pense que avec Alassane à sa tête, la Côte d'Ivoire a la capacité de les régler. Ce que je regrette pas, c'est la mort de quelqu'un comme ça, que j'ai connu pratiquer depuis 30 ans. Et je le dis, je le redis encore, c'est l'un des cadres les plus brillants que j'ai fréquenté, franchement. Un dernier message peut-être à l'endroit des Ivoiriens qui nous suivent aujourd'hui ou de la famille Gon Coulibaly avant qu'on ne vous quitte, M. Sidya Touré. Écoutez, présenter les condoléances à tout le monde, à Korogo, à Abidjan et surtout à la maman qui doit être effondrée. Et j'espère pouvoir y aller pour assister à ces cérémonies d'obsèques et en disant il faut prendre courage, regarder devant soi. Le président Ouattara est là. Je pense que les solutions seront trouvées pour que le pays ne retombe pas dans des errements que personne ne souhaite. En attendant, nous perdons ce monsieur, franchement, un homme d'État, un homme sur qui on peut compter et qui avait la capacité de continuer le travail qu'Alassane avait commencé. Et c'était surtout ça, la raison du choix. Et que dans ce pays, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a eu des taux de croissance de l'ordre de 8% par an pendant ces dernières années, vous ne pouvez pas mettre n'importe qui à la tête. Amadou était vraiment un peu la personne idoine pour cela. On le regrette, mais bon, Dieu nous aidera, Dieu aidera les Ivoiriens à trouver quelqu'un qui puisse répondre à ces critères. En tout cas, je l'espère. D'accord. Sidya Touré, merci à vous pour ce témoignage. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle qu'à l'instant, nous avions en ligne de Conakry Sidya Touré, président de l'UFR, qui se prononçait sur ses relations avec Gon Coulibaly, l'ancien Premier ministre ivoirien, décédé ce mercredi à Abidjan des suites de maladie. On poursuit ce journal. Le monde rural a été le plus affecté par la pandémie du coronavirus, selon la ministre de l'Agriculture. Cela s'est traduit par la perturbation de la production et de l'approvisionnement de certains marchés en produits agricoles dû à la restriction des mouvements et à la fermeture des frontières. Mariam Kamara a aussi présenté les mesures prises par le gouvernement pour atténuer l'impact de la Covid-19 sur le secteur agricole. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire des ministres. Idriss Sabari et Amara Alexila, compte rendu. Selon la ministre de l'Agriculture,
La Covid-19 a impacté plusieurs chaînes de production à travers le pays, entraînant notamment une baisse des réserves des producteurs, la pourriture des produits due au manque d'unités de stockage, mais aussi à la commercialisation sur le marché de la sous-région. La Covid-19 a surtout restreint l'accès des coopératives agricoles aux ressources alimentaires suffisantes. L'installation dans la durée de cette pandémie dans le pays pourrait donc entraîner une crise alimentaire imminente si des mesures ne sont pas prises rapidement. En vue d'évaluer l'impact de la Covid-19 sur le secteur, le ministère de l'Agriculture a dépêché des missions d'inspection sur toute l'étendue du territoire national avec comme mission identifier les besoins des producteurs afin de concevoir un plan de riposte aux effets de la pandémie chez les acteurs du monde rural. La ministre revient sur le constat des missionnaires. Quantité de stock d'engrais pour les agriculteurs pour la campagne 2020-2021. Une augmentation modérée des prix des produits alimentaires, riz local, riz importé, maïs, fonio, manioc. Pour limiter les conséquences de la pandémie dans le secteur agricole et en vue de permettre la réussite de la campagne agricole 2020-2021, le chef de l'État a lancé une commande d'engrais de 110 000 tonnes et de produits phytosanitaires pour les paysans, informe la chef du département de l'agriculture. Les mesures structurelles du plan d'action de la campagne agricole portent en priorité sur l'intensification et le développement de la production céréalière locale en vue de constituer le stock de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mariama Kamara précise également que la Covid-19 n'a pas eu d'impact sur la sécurité alimentaire, mais rassure que son département travaille en vue de présenter un plan exhaustif de l'impact de la pandémie sur le secteur agricole que le ministère soumettra au gouvernement en vue de soutenir les producteurs. Actualité politique à présent, nouveau coup de tonnerre à la CENI. Le chronogramme des élections proposé par cette institution ne fait pas l'unanimité en son sein. 6 commissaires de la CENI issus des rangs de l'opposition ont rendu public une déclaration ce mercredi pour dénoncer le contenu de ce chronogramme qui prévoit le premier tour de la présidentielle pour le 18 octobre prochain. Dans leur déclaration, ces commissaires parlent du non-respect des préalables liés à l'assainissement du fichier électoral, le non-respect du droit de tous les citoyens à figurer dans ce fichier. Pour ces commissaires, ce chronogramme ne permettra pas d'aller à des élections crédibles et transparentes. Alassane Makanera Kake est l'un des signataires de la déclaration. Nous l'avons joint au téléphone. Suivez. Cette déclaration, ce n'est pas contester le chronogramme, mais plutôt pour améliorer davantage l'exécution du chronogramme. Moi, il m'a été dit qu'on fasse une déclaration aux autres commissaires, y compris le président, pour que nous revoyons le chronogramme pour bien améliorer. C'est différent de dire qu'on s'est opposé, c'est différent. C'est une doléance qu'on a demandée parce qu'on a estimé que certaines choses sont possibles à l'intérieur. Je suis surpris que ça soit un document à l'extérieur. C'est un document interne adressé au commissaire parce que ça a été déjà adopté et c'est un document interne qui devait nullement être publié. La plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne compte lancer une campagne de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est d'inciter les populations à se faire enrôler pour les élections présidentielles de 2020. Cette campagne, qui va débuter le 17 juillet prochain, s'étendra sur une période de 2 semaines. Une conférence de presse avait lieu ce mercredi pour annoncer l'initiative. Mohamed Valek Touré, Alseni Kamara y était. On suit leur compte-rendu. L'enrôlement est un devoir civique et un acte citoyen. C'est le thème de la campagne de sensibilisation que compte lancer la plateforme nationale de participation de l'initiative citoyenne. Ces acteurs de la société civile se fixent pour objectif de ramener les 2 400 000 électeurs qui avaient été extirpés du fichier électoral. Notre volonté à rester motivée pour la mobilisation des citoyens à aller s'inscrire sur les listes électorales dès lors qu'ils sont en âge de voter, afin qu'il y ait la possibilité pour chacun
de choisir le candidat dont son projet de société répond le plus à ses aspirations. Dans les jours à venir, la PNAPIC compte déployer des agents sur toute l'étendue du territoire. La campagne va débuter le 17 juillet et s'étendra sur une période de 2 semaines. Le thème sur lequel nous travaillons à partir du 17, c'est un acte citoyen. Je vais vous dire une chose. Ça ne sert à rien qu'on instrumentalise l'inscription aux listes électorales. Parce que la seule arme dont possède le citoyen, c'est sa carte. Même si vous ne votez pas, détenez votre carte. On ne sait jamais, les choses peuvent changer. Nos politiciens sont sur du sable mouvant. Ils n'ont aucune idée arrêtée. Nos politiciens en Guinée n'ont aucune idée arrêtée. Ils sont sur du sable mouvant, ils peuvent changer. Ils peuvent changer à tout moment, c'est des caméléons. Conformément aux dispositions de l'article 43 de la Constitution, la CENI a proposé la date du dimanche 18 octobre 2020 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Déjà, l'opération d'assainissement du fichier électoral, à savoir le dédoublonnage, la radiation des doublons confirmés, la radiation des électeurs décédés seront engagés dans les prochains délais. Autre facette de l'actualité, après les violences survenues en Zélé-Corée les 22 et 23 mars dernier, l'heure est désormais à la réconciliation. Une grande cérémonie de sacrifice avait lieu hier mardi à la place des martyrs de la région forestière. Ce sacrifice qui a réuni les différents patriarches de la région et les préfets visait à instaurer une paix durable dans la région. Cette cérémonie a également regroupé les représentants de toutes les couches sociales ainsi que les autorités locales. Mamadi De Camara est notre correspondant dans la zone. On suit son reportage. C'est une première à Zérékoré. Les populations et les autorités locales étaient mobilisées ce mardi à la place des martyrs autour des sages des 7 préfectures de la région pour parler de paix. À cet effet, un mouton et un coq ont été immolés en guise de sacrifice. L'initiative fait suite à un conclave des sages qui s'est tenu lundi chez le patriarche de Zérékoré, au cours de laquelle plusieurs recommandations ont été faites. La rencontre des patriarches en conclave a abouti aux résultats suivants. Suggestion. Retrait des donzos du corridor de sécurité et leur interdiction de participer dans la gestion des conflits internes. Exhorter les populations à la dénonciation des détenteurs des armes à feu. Identifier les fabricants d'armes légères. Interdiction de détention illégale des armes à feu. Les conflits intercommunautaires ont endeuillé plusieurs familles en Guinée forestière depuis 1991. Pour Madeleine Tia, porte-parole des femmes, cela doit cesser. Nous, femmes de Zérékoré, avons trop souffert des violences que notre région a connues depuis 1991 mars 2020. Nous sommes les grandes victimes parce que épouses, sœurs et mères de ceux qui ont perdu la vie, paix à leur âme. Amen. À nous toutes de nous repentir, et c'est pourquoi nous demandons pardon à toute la population pour que plus jamais ça à Zérékoré. Ces femmes traduisent cette parole en acte en se couchant à plat ventre pour demander pardon aux sages, un acte historique pour le gouverneur de région. Nos chères mamans, ce que vous venez de faire rentre dans l'histoire de Zérékoré et rentre dans l'histoire de la région de Zérékoré. Les sages l'ont dit. Quiconque viole ce qui vient de se passer le ressentira. Parce que ce qui s'est passé vient du cœur. La cérémonie a pris fin par des prières et bénédictions pour le retour définitif de la paix dans la région. En plus bref, à Kankan, la notabilité se dit offusquée et indignée par la marche de protestation pacifique organisée hier mardi par des jeunes qui demandent la construction d'un barrage hydroélectrique.
Elle a fait savoir ce mercredi au domicile du Sotikemo Madifi Kaba. Il invite les fils et filles de la ville au respect des décisions d'un notable, au risque de se voir exposés à la malédiction du doyen. Vous suivrez demain Alpha Omar Koïta à travers un reportage grand format. On poursuit ce journal avec le ministère des Postes et Télécommunications où Antigou Chérif n'est plus le directeur de la RPT. On le sait, il doit rejoindre son nouveau poste à la tête de la Guinéenne de large bande, Guilab en abrégé. Il a passé le témoin ce mercredi à Yarouba Sissé, son successeur. La passation de service entre les deux hommes a eu lieu au siège de la RPT à Koloma. Compte rendu, Djenabou Bangoura, Abakar Keke Bangoura. Depuis le 11 août 2016, Antigou Chérif était à la tête de ce département. Au titre d'administration et des investissements, le directeur sortant a réalisé plusieurs projets. La consolidation et l'amélioration des moyens de l'institution à travers le renforcement des capacités humaines et techniques par le recrutement de nouveaux collaborateurs ainsi que la formation continue de tout le personnel et l'acquisition de nouveaux outils et équipements. La finalisation du projet de siège de l'institution et son aménagement qui est de nature à contribuer à asseoir son autorité et à améliorer sa visibilité. Au titre de la coopération, l'initiation, la conclusion et la mise en œuvre des accords de coopération à l'échelle nationale avec des entités étatiques telles que l'AGAG et des entités non étatiques telles que la Jeune Chambre internationale. Le promu à la tête de l'autorité de régulation des postes et télécommunications salue le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. Yarouba Sissé promet de s'investir pleinement pour ce service. Je poursuivrai de nombreux chantiers et rehausserai l'image de la régulation du secteur des postes et télécommunications dans l'intérêt commun de l'État, des partenaires privés et des consommateurs. Je voudrais rassurer mes nouveaux collaborateurs que seul le travail, la loyauté, les qualités intrinsèques seront mes critères d'appréciation. Malgré les résultats obtenus, le directeur sortant reconnaît que plusieurs défis restent à relever dans la régulation. Car selon Antigou Chérif, cette mission s'exerce dans un écosystème qui est de plus en plus émouvant et exigeant, précise-t-il à son successeur. Djena Bangoura à l'instant. La Guinée, un scandale géologique, une terre d'hospitalité, d'exil aussi, car sous le premier régime, plusieurs présidents africains y ont été accueillis. C'est l'exemple de l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah qui a toujours sa résidence à Kassa sur les îles de Los. Mamadou Saliouba et Tierno Sadouba nous emmènent voir cette résidence en ruine que le gouverneur de Conakry veut restaurer. Reportage. Au bout de cette ruelle, des bâtiments de la Révolution. Une dizaine qui sympathisent tranquillement avec la nature. Nous sommes à Kassa, seulement 7 km de Kaloum. Ici, une des villas Sidi, mais aussi la résidence de Kwame Nkrumah, le père de l'indépendance du Ghana. Impossible de le croire, mais Kwame Nkrumah, qui a eu affaire avec la reine Elisabeth II, a passé son exil derrière ces murs. C'est des villas qui recevaient les hôtes. Parce qu'il vous souviendra, il y a déjà une villa Sili là-bas, dans laquelle villa Sili, le feu président Kwame Nkrumah a passé toute sa vie. Renversé par un coup d'état militaire en 1966, alors qu'il était en voyage en Chine, Kwame Nkrumah ne rentrera pas au Ghana, mais chez son ami Ahmed Sékou Touré qui lui propose la coprésidence de la Guinée. 48 ans après, la résidence est laissée aux soins de la nature. Mais le gouverneur de la ville de Conakry a un projet de restauration pour permettre à certaines personnalités de changer d'air. Je prendrai juste le cas du Sénégal. Le président Ouad a l'habitude d'aller à Sali, le président Diouf a l'habitude d'aller à Sali. Donc nous, notre Sali aujourd'hui, si c'est bien restauré, le chef de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, les autres membres du gouvernement peuvent aller se reposer à Kassa parce qu'il y a suffisamment de villas pour les recevoir. Suffisamment de villas et suffisamment de travail, car à part les murs, plus rien ne reste. Les toitures, les portes, les fenêtres, tout est parti. Mais pour Mathurin Bangoura, rien n'est impossible. Si on nous le permet,
Si on nous laisse la main libre de travailler, nous allons restaurer ces villas pour qu'elles puissent abriter désormais les chefs de l'État et même les membres du gouvernement qui auront besoin d'aller se reposer. Le gouverneur veut que des conférences se tiennent sur l'île. Il a déjà restauré le pénitencier de Fotoba. La Villa Sidi est désormais dans son viseur. Publié reportage pour clore ce journal, Médecins sans frontières a fait un important don de kits de lavage des mains, du savon et des bavettes ce mercredi à une vingtaine d'associations et de réseaux qui lui sont partenaires. Ces équipements contribueront à renforcer les capacités de ces ONG dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Bernard Kondouno et Yacouba Traoré. 22 associations et réseaux au total ont bénéficié de ce soutien de MSF dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ce sont des organisations et réseaux partenaires à Médecins sans frontières qui, depuis longtemps, luttent contre le VIH-Sida en Guinée à travers des campagnes de sensibilisation. Avec l'apparition du coronavirus, ces organisations ont aussi engagé des campagnes de sensibilisation sur le terrain contre la maladie, d'autres sans moyens financiers. D'où le soutien de leurs partenaires MSF pour mener à bien ce travail. Médecins sans frontières a jugé opportun d'accompagner ces organisations de la société civile à travers ces dispositifs de lavage des mains afin de couper la chaîne de contamination au coronavirus, à savoir les seaux de lavage des mains, les bavettes, les cartons de savon. Le don est composé de 400 kits de lavage des mains, 22 cartons de savon, un important lot de bavettes destinées à des associations et réseaux dans le cadre de la lutte contre la pandémie en Guinée. Les bénéficiaires saluent le geste qui vient renforcer leur capacité sur le terrain dans la lutte contre la COVID-19. Cet appui aussi nous réconforte et nous motive à plus d'un titre dans la mesure où nos cibles sont des cibles un peu spécifiques. C'est en cela que nous remercions. Et nous invitons aussi les autres organisations à nous accompagner, les autres partenaires à nous accompagner dans ce sens. Les associations et réseaux bénéficiaires du don ont enfin invité les Guinéens à plus de vigilance sur le VIH-Sida qui continue sa propagation pendant que l'humanité est focalisée sur la lutte contre le coronavirus. Voilà qui met fin à ce journal réalisé par Idrissa Bari, accompagné de l'ensemble de l'équipe technique et celle de la rédaction d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. La principale information reste ce décès du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Que son âme repose en paix. Amin. Au revoir.